Alors bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. L'Afrique du Sud a attaqué à la haie le gouvernement israélien pour acte de génocide. Donc même pas nettoyage ethnique, génocide. Mais c'est dans le cadre du nettoyage ethnique que je voudrais parler en première partie. On voit bien que systématiquement, les gens sont poussés par les bombes, par l'impossibilité de continuer à vivre, puisqu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus de moyens de se chauffer, de se nourrir, il n'y a plus évidemment de magasins organisés. Je ne sais même pas s'il y avait des magasins organisés, comment ils pourraient fonctionner en termes de monnaie, à part du marché noir avec éventuellement des dollars ou des euros ou des roubles ou des yuan ou des shekels, enfin bref. Et ça doit être un cauchemar. De toute façon, il n'y a plus d'économie organisée. Il y avait déjà un niveau de chômage pas possible. Donc, toutes les personnes présentes, et quand on prend la définition de nettoyage ethnique, c'est difficile d'utiliser un autre terme. Et de toute façon, beaucoup de ministres l'ont dit, répété, et même le Premier ministre Netanyahou, il y a quelques jours, affirmait que, quelles que soient les décisions qui seraient prises à La Haye, rien ne pourrait l'arrêter et arrêter son gouvernement et son armée à aller au bout du travail. Sauf que, contrairement à Vladimir Poutine qui au début de l'opération spéciale, et je ne veux pas faire de parallèle encore une fois, les deux sont complètement différentes, mais c'est pour expliciter la différence de manière de communiquer, a toujours expliqué pourquoi il avait agi, dans quel cadre, et à chaque fois il avait donné beaucoup de temps entre les annonces et les actes, puisqu'il avait annoncé dès octobre que si rien ne changeait, quelque chose se passerait. Alors il n'avait pas donné de date, puisqu'évidemment, il espérait un apaisement et il espérait être écouté dans ses demandes, ce qui n'avait pas été le cas. Cette fois-ci, ça n'a absolument pas été le cas. Et on a vu que malgré la trêve humanitaire, entre guillemets, pour les échanges d'otages, qui s'est prolongée un peu plus longtemps que ce qui avait été prévu initialement, ce qui a permis à beaucoup d'otages de retrouver leur famille. Et ça, c'est une nouvelle formidable, parce que je pense que c'est absolument terrible d'avoir des otages, mais c'est encore plus terrible d'avoir des morts. Et donc, si on ne peut pas faire de hiérarchie dans la douleur des individus entre les malades, les amputés, les morts, ceux qui ne peuvent plus dormir depuis des semaines et des semaines à cause des bombes, ou qui ont sans cesse des problèmes de santé à cause de l'eau et de la nourriture et de la qualité de la nourriture, ou d'autres problèmes qu'il peut y avoir, ou même tout simplement d'avoir perdu toute leur famille. Donc je vous en prie, voilà, il faut absolument retrouver le chemin de la paix et surtout considérer le sort des 2 millions de Palestiniens de Gaza, qui est absolument dramatique. Et je n'oublie pas, évidemment, le sort également dramatique des Palestiniens qui sont en Cisjordanie et des Palestiniens qui sont partout dans le monde et qui ont le plus grand mal à savoir quel est le sort réservé à leur famille, puisqu'il y a un certain nombre d'étrangers qui avaient des passeports étrangers qui ont pu quitter la bande de Gaza, mais ce n'est pas le cas de la plupart. Et pourtant, de plus en plus de personnes souhaiteraient que l'intégralité des Palestiniens quitte la bande de Gaza. Et là, on voit bien cette espèce d'objectif, alors tout le narratif évidemment qui était anticipé longtemps avant, puisqu'on se rappelle les documents de Wikileaks qui étaient apparus quelques temps après le 7 octobre et qui montraient, semble-t-il, que tout ça avait été étudié, avait été évalué avec beaucoup d'attention et dans l'objectif d'obtenir que Gaza en fait soit vidé de ses habitants et pris, conquis par Israël pour en faire. Alors il y a plein de choses, il y a des gens qui évoquent un canal Ben Gourion qui prolongerait en fait la mer Rouge. Il y en a d'autres qui parlent d'en faire une zone de villégiature à très fort potentiel touristique, parce que c'est magnifique comme zone. Et par ailleurs, il va y avoir tout le développement des champs gaziers, et peut-être qu'il y en a beaucoup plus qu'on imagine. Et donc, parmi les pistes, évidemment, c'était de dire
il pourrait partir en Cisjordanie. Alors déjà, pas en Cisjordanie, en Jordanie. Donc déjà, il y avait cette hypothèse pour les habitants de Cisjordanie qui sont de plus en plus dans la portion congrue de leur territoire, mais il y avait l'hypothèse pour les habitants de Gaza. Alors le problème, c'est que d'un point de vue logistique, c'est pas simple. 2 millions de personnes qui partent là-bas, ça pourrait se voir. Et donc, comme graduellement, ils sont poussés vers le sud de la bande de Gaza, donc vers la porte de Rafah, en fait, qui est une des rares villes peuplées en fait, du Sinaï, à part Sharm el-Sheikh et quelques autres lieux dans cette région très désertique du Sinaï. Eh bien, l'idée, c'est de faire partir dans des immenses camps de réfugiés, hein, comme il peut y avoir dans différentes régions du monde, mais là, on parle quand même de plus de 2 millions de personnes, 2,3 millions, 2,5 millions selon les sources, qui seraient installées dans des camps. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, mais c'est la population de Paris, intramuros. Donc, c'est considérable. Et c'est déjà la zone la plus densément peuplée du monde. Donc parmi les pistes, il y a des gens en Israël qui évoquent le fait de racheter, entre guillemets, la dette de l'Égypte, puisque l'Égypte a une très grande dette internationale, et en contrepartie, l'Égypte donnerait une partie de son territoire. Et on sait bien que vu les raisons qui expliquent cette notion d'Israël, le Grand Israël, peut-être que ce serait que partie remise et que de toute façon, vu que les tables de la loi, entre guillemets, les 10 commandements auraient été donnés par Dieu à Moïse quelque part, et peut-être sur le mont Sinaï justement, à côté du mont Sainte-Catherine qui est le point le plus élevé du Sinaï, mais on est à plus de 2500 mètres d'altitude, hein, c'est dans le sud du Sinaï. On peut imaginer que de toute façon ce ne serait que une étape avant d'expulser plus loin, entre guillemets, les Palestiniens. Et expulser plus loin, c'est aussi dire, eh bien voilà, les Européens peuvent les prendre, ils ont bien pris les Ukrainiens, ils ont bien pris d'autres migrants, donc ils peuvent prendre les Palestiniens. Et il y a pas mal de personnes qui disent, bah oui, après tout, le Sinaï, c'est pas une mauvaise idée, Gaza est invivable pour très longtemps, et donc pourquoi pas, Israël est un pays qui fonctionne bien, la solution à 2 États paraît complètement impossible et compromise avec cet événement, donc il vaudrait mieux qu'Israël soit juste pour les Israéliens et que les Palestiniens quittent définitivement Israël. Évidemment, c'est pas du tout le droit international, c'est pas du tout les positions qui ont été adoptées par la plupart des pays non occidentaux qui s'expriment très peu sur cette question, qui expriment qu'en fait ils ne souhaitent pas l'expulsion par la force des Palestiniens, mais si finalement les Palestiniens acceptaient parce que les possibilités de partir étaient agréables, mais ce qui revient en fait au même, hein. On sait bien les obligations pour les injections, ce que ça veut dire, c'est graduel, et puis à la fin, en réalité, c'est quasiment obligatoire si on veut manger, prendre un café, aller au magasin, aller travailler, respirer, voter, être soigné, aller voir ses parents. Enfin, voyez comment quelque chose qui n'est pas obligatoire peut être, entre guillemets, pire qu'obligatoire. Et donc, beaucoup de gens expriment ça et de façon très convaincante. Et moi, j'ai une idée très différente. J'ai découvert, un peu par hasard, j'en avais entendu parler, mais qu'il y a plus de 150 000, alors les sources vont de 150 000 à 250 000 et certaines bien au-delà, d'appartements qui sont dits des appartements fantômes en Israël qui ne sont pas occupés. Ce sont des appartements qui ont été achetés par beaucoup d'Occidentaux, Français, Américains, à titre spéculatif, en général toutes dans des bonnes zones, entre guillemets, mais qui sont vides. Et c'est-à-dire qu'en fait, ils pourraient être utilisés directement. Ils pourraient même être réquisitionnés dans un geste de bonne foi et de bonne volonté
par l'État d'Israël en disant bah, écoutez, le temps que Gaza soit reconstruit, vous ne pouvez pas passer votre vie dans des conditions aussi détestables. Et nous, on est le pays qui a souffert du génocide, on est le pays qui a eu la chance de pouvoir s'installer sur les terres de nos ancêtres. Eh bien, vous, les Palestiniens, cette région, ce sont aussi les terres de vos ancêtres. Et donc, puisque vous venez de subir une guerre et qui a détruit très largement vos familles, etc., nous vous donnons la possibilité, pour les 2 ans que prendra la reconstruction complète de Gaza, avec l'aide du monde entier, de vous installer dans les appartements fantômes. Et à l'issue des 2 ans, vous pourrez décider de retourner dans un Gaza réparé, restauré, etc. Ou vous pourrez décider de rester en Israël, où vous serez évidemment bienvenus, parce qu'Israël n'est pas un État apartheid, Israël n'est pas un État raciste, Israël est un État qui est ravi d'accueillir tous les Palestiniens qui ne sont pas terroristes, et donc en particulier les femmes, les enfants, et évidemment les handicapés, les amputés, les malades, etc. Parce que c'est tout à fait normal, puisqu'on a bénéficié pendant tellement de temps de la générosité internationale, des centaines de milliards des États-Unis, de l'Europe pour faciliter notre construction et notre défense. Et là, évidemment, on n'aura plus aucun problème avec nos voisins qui verront à quel point nous sommes un pays exemplaire, puisqu'on a décidé de mettre à disposition de ceux qui en ont le plus besoin dans la région d'appartements qui sont des appartements fantômes. Alors voilà, c'est ça mon idée. Et j'espère, et j'en parlerai en conclusion, que cette idée, vous allez essayer de la propager le plus possible pour la diffuser. Alors, le petit intermède, je vous montrais tout à l'heure un gilet jaune qui, je l'espère, avec les agriculteurs, pourrait faire des petits. Donc, je vous avais parlé, et je vous redis rapidement, du livre Rémora. Et d'ailleurs, j'ai décidé de le relire. Alors, j'ai beaucoup à lire. Alors, c'est dans la même collection, un livre qui s'appelle La Troisième Guerre. Et vous allez voir à quel point les auteurs qui travaillent chez cet éditeur sont vraiment extraordinairement bien informés. Alors, je vais juste vous dire que c'est un livre qui finit en 91, donc, et qui a été publié en 2014, donc il y a une dizaine d'années. Et on voit également se dessiner une guerre hybride entre ce qu'on appelle les élites et les peuples. Et c'est terrible de voir à quel point toutes les choses sont anticipées dès 2014. Alors, ceux qui me connaissent savent que, évidemment, dans d'autres domaines, on pouvait anticiper ça indépendamment des livres, bien avant que 2014 arrive, puisque tout ça est préparé depuis formidablement longtemps. Alors, à moins que ces gens-là, moi ou d'autres, soient complètement visionnaires, vous comprendrez bien que c'est parce que tout ça était en train d'être mis en place.